bonsoir à tous. Je suis Pascale Samuel, donc la conservatrice pour la collection moderne et contemporaine du MAGE. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette soirée autour de Émile Cithia. Alors, le MAGE tenait à s'associer à deux événements actuellement visibles à Paris, deux expositions inédites, remarquables d'Émile Cithia, une à l'Institut hongrois. On donnera tout à l'heure la parole à son commissaire, Zoltán Rockenbauer, et une autre exposition, Cithia, à la galerie Laurentin, quai Voltaire. Alors, la grande question, peut-être beaucoup d'entre vous doivent connaître Cithia ce soir, mais quand même, qui était Émile Cithia? Voilà, ça va être le grand sujet de notre rencontre ce soir. Qui se cache derrière cette signature, dont le nom est une allusion à la tribune nomade des Scythes? En préparant cette table ronde, donc j'ai appris qu'il était né sous le nom de Avram Schenk en 1886, dans une famille juive et pauvre de Budapest, au temps de l'Empire austro-hongrois. Certains l'ont décrit, on va voir, comme un baladin, un vagabond, mais surtout comme un écrivain et un ami des poètes, des artistes comme Sandrard, Zara, Chagall, Soutine. Les historiens de l'art et les amateurs le connaissent surtout comme un écrivain et un critique d'art. Il est l'auteur notamment d'une monographie sur Soutine qui a été publiée en 1955. Et puis, on avait présenté dans l'exposition sur l'école de Paris cet été au MAGE la collection à laquelle il a participé sur les artistes juifs aux éditions Le Triangle dans les années 20. Il est également l'auteur de plusieurs livres, dont 82 rêves pendant la guerre, qui vient d'être réédité et qui est un ouvrage tout à fait intéressant. Les deux expositions nous permettent actuellement de découvrir une œuvre totalement inconnue. On connaissait Cithia, critique d'art, mais absolument pas Cithia comme peintre. Donc pour vous en parler ce soir, comme le personnage est complexe, qu'il a de multiples facettes, on a réuni 5 experts pour vous en parler, des experts hongrois et français. Alors je vous présente, on aura 2 plateaux. Alors ce premier plateau, pour commencer à aborder le sujet, alors autour de moi, on a Zoltán Rockenbauer au centre. Vous êtes historien de l'art, vous êtes commissaire de nombreuses expositions, notamment sur les avant-gardes hongroises et le cubisme, et aussi ancien ministre de la Culture de Hongrie de 2000 à 2002. Magda Kuchar, donc historienne de l'art. Vous préparez votre thèse donc, sur Cithia à l'EHESS sous la direction de Judith Lioncan. Et puis, tout à l'heure, nous rejoindra pour la deuxième table Julia Tcherba. Donc, pour le deuxième plateau, vous êtes critique d'art et spécialiste des avant-gardes hongroises. Et vous êtes installée à Paris depuis longtemps. Et donc, vous connaissez aussi très bien, vous êtes intéressée à tous ces artistes hongrois qui étaient venus à Paris au milieu, dès les années 20. Pour compléter ce panel sur la scène hongroise, j'ai invité Sophie Krebs qui nous rejoindra tout à l'heure donc pour le deuxième plateau. Donc elle est conservatrice du patrimoine au Musée d'Art moderne de Paris et spécialiste de l'école de Paris. Voilà. Mais enfin, cette table ronde n'aurait pas pu être complète sans Laurent Goldring à ma gauche, qui est celui par qui finalement tout est arrivé, qui nous a contactés il y a un peu moins d'1 an en nous disant voilà, vous connaissez Émile Cithia, critique d'art, mais Émile Cithia c'était aussi un artiste. Et c'est donc grâce à Laurent Goldring, qui est artiste, mais qui a un peu s'est rajouté, on va dire, une activité supplémentaire à son activité d'artiste. C'est pas mettre sa carrière entre parenthèses, mais c'est quand même se rajouter une mission supplémentaire à un moment donné. Voilà, vous vous êtes emparé de ce sujet. Est-ce que justement, on va commencer par vous, et est-ce que vous pouvez nous raconter quels sont les liens qui lient votre famille justement à Émile Cithia et comment cette histoire commence, puisque vous êtes un peu le détonateur de cette aventure. Oh, c'est très très simple, c'est un lien qui se crée après la guerre entre la fille Jeanne Cithia d'Émile et Erika Cithia et Madeleine Goldring. À un moment donné, Jeanne meurt dans un accident, comme les parents, la mère de Madeleine Goldring a été déportée, entre Erika Cithia qui a perdu sa fille et ma mère qui a perdu sa mère. Il y a un lien qui se crée et qui va perdurer jusqu'à la mort d'Erika Cithia, qui va léguer le fonds Cithia. Elle en envoie une grosse partie, tout ce qui est littérature publiée ou manuscrite est envoyé à Marbach, où il y a la bibliothèque Schiller de littérature allemande.
puisque Cithia écrit en allemand et non pas en hongrois, à partir de très rapidement après la Première Guerre mondiale, et jusqu'à la fin de la Seconde. Les tableaux, eux, sont partis à Budapest pour une exposition au musée Kachak, organisée par Erika Cithia peu de temps avant sa mort. Et les tableaux vont revenir à Paris. Voilà, ils vont rester un certain temps dans cette caisse avant de ressortir. Donc une histoire d'amitié entre votre famille et la famille Cithia, une collaboration aussi entre votre père et Cithia. Une collaboration un peu énigmatique. C'est assez difficile de savoir le statut la réalité de la collaboration. Est-ce que c'était un travail de secrétariat? Est-ce que c'était un travail de traduction? Est-ce que c'était un travail de réélaboration? Est-ce que c'était un travail en commun? J'en ai pas la moindre idée. Ça fait partie des mystères à découvrir. Et puis il y a peut-être aussi un autre lien entre vos familles. Il y a peut-être une histoire d'amitié, de connivence, mais il y a peut-être aussi une histoire d'engagement politique, puisque... Non, un petit peu. Alors il y a le Parti communiste qui fait le lien entre tout ce monde-là, ce qui est relativement normal à cette période. Enfin, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Non, mais non, oui, je sais pas. Non, c'est le titre d'un film français. Oui, c'est pour Zoltan que je précise, qui s'appelait Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, qui a marqué ma génération. Voilà, mais effectivement, il y a cette malle qui était chez votre maman, où effectivement étaient conservées à peu près 200 œuvres. Oui, plutôt 300 que 200, mais ça revient à peu près au même. Parce que, comme on va le voir, Cithia, c'est un homme qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup bougé. Donc finalement, pour accompagner, je pense, son mouvement, il a toujours peint des petits formats. Donc toute sa vie artistique pouvait tenir presque dans une malle. C'est assez beau, cette idée. On peut voir ça comme ça. Peut-être qu'il y a des grands formats qui se sont perdus. Il y a des malles perdues, en tous les cas, en chemin. Ça, c'est sûr. Kachak le raconte. Il y a des écrits perdus. Il y a des tableaux qui ont disparu. Mais je crois que c'est toute une génération qui a été beaucoup oubliée parce qu'il y a eu beaucoup de choses de perdues ou de détruites. Alors justement, vous ne vouliez pas que Émile Cithia disparaisse complètement. Vous avez voulu mobiliser votre énergie en plus de vos activités artistiques nombreuses. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous êtes un artiste exposé, montré, vous êtes conservé au Centre Pompidou, donc vous avez votre propre actualité. Juste avant qu'on se concentre sur Émile Cithia, qu'est-ce qui est le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un artiste met sa propre vie artistique un peu de côté et s'intéresse au travail d'un autre? Probablement, c'est le genre de strate qu'on domine mal, puisqu'il s'agit de soi. Mais premièrement, il y a un côté chez Cithia, une vraie générosité vis-à-vis des autres, une vraie générosité vis-à-vis des gens qu'il rencontre, vis-à-vis de Sandra, vis-à-vis de Chagall, vis-à-vis de Modigliani, vis-à-vis de Soutine, vis-à-vis de tous ces gens qu'il va aider, avec qui il a un certain nombre d'exigences qui ne vont pas être tenues, avec qui il va y avoir des ruptures, et assez peu de retours. Donc quelque chose où c'est relativement agréable de faire sortir quelqu'un comme ça qui a beaucoup aidé les autres et qui lui-même est resté dans l'ombre. Donc il y a cette dimension-là. Il y a une deuxième dimension, c'est cette dimension très cosmopolite, où manifestement toutes les histoires d'identité, de nationalité, d'ancrage sont une cote assez mal taillée à la mesure de Cithia. C'est un peu trop petit pour quelqu'un comme ça qui a connu les empires et qui a connu l'absence de frontières. Il met beaucoup l'accent sur cette dimension-là. Et puis, troisièmement, c'est probablement plus
toujours plus facile de s'occuper des autres que de soi. Enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens, c'est plus facile de s'occuper de soi que des autres. Mais pour moi, c'est sûr, c'est plus facile de s'occuper des autres que de soi. Et c'est assez drôle de faire comme ça pour un autre artiste quelque chose que je ne ferais pas forcément pour moi. En tout cas, la réunion de cette table ronde montre à quel point vous avez su fédérer autour de vous, aussi bien du côté de la Hongrie que du côté de la France. Alors effectivement, homme qui n'aimait pas les frontières, on va y revenir maintenant avec Zoltán. En tant que justement historien et commissaire de l'exposition Cythia, qui porte le joli titre de Le Vagabond de l'avant-garde, qui est donc actuellement présenté à l'Institut hongrois, j'ai envie de vous poser une question toute simple, qui est celle avec laquelle vous commencez votre brochure, donc brochure de l'exposition à l'Institut hongrois, qui est Mais au juste. Mais qui était Émile Cythia ? Bon, alors, question complexe. Ce qui peut-être... on verra. Ce qui est intéressant que, selon Korczak, une citation de Korczak qui était Cythia, il a écrit, Korczak était un écrivain hongrois avec qui Cythia faisait un grand vagabondage éparpillé de Budapest. Disons, Korczak venait de Budapest jusqu'à Paris, mais c'était Cythia qui accompagnait de Stuttgart jusqu'à Paris, à Bruxelles, en Allemagne et jusqu'à Paris. C'était plusieurs mois d'éparpillés en très pauvres mendiers pendant le vagabondage. Et alors, il a écrit une grande autobiographie, Korczak, dans lequel il y a une grande partie de cette vagabondage qui est parue il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, en France. C'était un grand épisode de son autobiographie, le titre en français, Vagabondage. Et dans cette roman, qui on peut... Bon, disons, c'est un roman, mais avec beaucoup d'éléments de documents. On peut dire que c'est à peu près vrai qu'il a écrit de cette vagabondage. On peut trouver que c'est à peu près la réalité qu'il a écrit. Et il a écrit une fois que Cythia était une figure bizarre, un bulldog en pain d'épices, un chameau de désert aux cheveux bouclés, un perroquet aux 7 couleurs à sac à dos. Bon, ce sont des images, bien sûr, surréalistes, on peut le dire, mais qui montrent que, surtout peut-être le dernier, le perroquet aux 7 couleurs, que c'est une personnalité très étrange, mais très colorée, disons, avec beaucoup... une personnalité avec beaucoup de figures. Mais en réalité, il était, comme on a déjà dit, qu'il était écrivain des romans, écrivain des monographes, il était poète, il était sociologue, il a écrit un bouquin de suicide, par exemple. Il était un critique d'art dès les premières années, pas seulement des peintures, mais avec la littérature aussi. Il a écrit beaucoup d'articles. Il a écrit beaucoup d'articles de la politique, surtout pendant les Premières Guerres mondiales, en hongrois, dans ce temps-là. Mais après, en France, il a mené une revue antifasciste, c'était la Zone. Il était, comme peut-être le plus important pour nous, qu'il était un compagnon de Sandrard, de Korczak, bien sûr, de Tristan Tzara, de Hugo Ball. Il était un des fondateurs de Cabaret Voltaire en Zurich. Et ici à Paris, il fait connaissance
avec Chagall. Il était le premier qui a écrit un article de Chagall ici en France. Il a écrit un livre, un monographe très intéressant de Soutine. Ce n'est pas le premier monographe de Soutine, mais peut-être un des premiers. C'était vraiment un monographe que j'adore. Parce que oui, avec un très bon style la question, ce très bon style venait de votre père, je sais, un peu, parce qu'il ne pouvait pas vraiment écrire français. Et c'est Maurice de votre père qui fait la traduction, qui réécrit des textes en secret, disons, parce que personne... Il y a une essai de votre père dans l'Internet qui est apparu après quelques jours de l'apparition de 82 rêves. Et je vous conseille si vous y intéressez, je vous conseille de trouver, parce que c'est vraiment important qui montre ce personnage très complexe et très curieux qui ne pouvait pas vraiment écrire français, mais qui au cours d'aide de votre père pour faire des textes, jamais remercié ce travail, jamais, en même temps jamais parlé de ce travail. Bon, alors quand même, cette monographe de Soutine, c'est vraiment merveilleux. Merci pour votre père aussi. Mais il a écrit une dizaine de livres et de plusieurs centaines des articles en plusieurs langues, surtout en allemand, mais au début en hongrois et après en français aussi, avec d'aide, bien sûr. Et il était aussi un peintre, je pense que très intéressant, si vous avez le temps de regarder de cette exposition qui est encore ouverte à l'Institut. J'espère que vous trouvez aussi qu'il est un peintre très intéressant, mais à peine connu. Alors, en ce qui concerne cette personnalité très complexe, disons quelques mots de son idéologie. Il était anarchiste. Quand il était vagabond, il était anarchiste. Il était beaucoup de problèmes avec l'anarchisme parce qu'il était plusieurs fois arrêté par la police à cause de l'anarchisme. Et après, on peut dire qu'il était social-démocrate, mais il était après libéral. On dit qu'il était fasciste. Non, il n'était jamais fasciste. Mais quelqu'un dit qu'il était fasciste, c'est absolument faux. Il était antifasciste. En plein cœur, il était antifasciste. Il était anti-marxiste, mais après, il était marxiste. Et même, il était communiste. On dit que chacun pensait qu'il était espion policier. Magda, peut-être elle peut parler, parce qu'elle connaît très bien cette histoire. Je ne pense pas qu'elle était espion policier, mais bon, c'est une question de mystère toujours. Il était agent provocateur, on peut dire. Et il était résistant français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, en ce qui concerne la famille et l'identité nationale, on peut parler maintenant. Oui, parce qu'il est multifacette, mais il a une identité, il a un rapport à son identité assez complexe. C'est peut-être ça le plus curieux, son identité nationale, on peut dire. Maintenant, on parle de ça. Oui. On peut parler de ça. Vous voulez qu'on envoie le PowerPoint? Alors, celui quand il était vagabond, il est très jeune. Nous avons très très peu de photos de Sitien. Il est jeune, il est joli, disons, dans ce temps-là. Il était un jeune homme. Mais après,
On dit qu'il a une air de bulldog. Et voilà. Alors, en ce qui concerne sa famille, c'est une famille juive très pauvre, hongroise, de Budapest. Son vrai nom, Adolf Abraham Schenk, et ses parents, son père s'appelle Ignaz Schenk, était un cordonnier, sa mère était Regina Spatz, femme au foyer, femme au ménage. Et ses parents étaient des juifs pratiquants qui l'ont comme tous ses frères et sœurs, parce qu'ils ont beaucoup de frères. On a enregistré à l'état civil sous le nom de Schenk, avec des prénoms juifs, et le garçon était circoncis. Alors, c'était vraiment une oups, ah voilà. Oui, ça... c'est à la registre matrimonial de Regina Spatz et Ignaz Schenk. Le texte, le mari Ignaz Schenk, cordonnier, parents Abraham Schenk et Erich Klein. La mariée Regina Spatz, parents Pinkas Spatz, Joseph Schön. Et ces mariages proclamés 3 fois dans les églises israélites de Óbuda et de Mezőcsát, le lieu de mariage des synagogues principales de Óbuda. En ce qui concerne Emil Sitja, qui s'appelle Adolf Abraham Schenk, date de naissance 18 août, père Ignaz Schenk, ordonné mère Regina Spatz, le nom de circoncision Shoma Kaiser, la date de circoncision 26 août. Pourquoi c'est important? Parce que c'était une famille juive pratiquante, mais Sitja s'est jamais déclaré qu'il est juif, même il a nié que juif jusqu'à sa mort. Qui est curieux parce qu'il n'avait pas vraiment de raison pour faire ça, parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup des artistes hongrois qui venaient des familles juives. Ils n'ont pas vraiment de problème de ça. Et Budapest était une ville très, très libérale, et la plupart des Juifs étaient néologues. Et ils ont beaucoup de se convertir en christianisme ou changer les noms. Mais nous ne savons pas que Sitja s'est converti jamais au christianisme, non. En ce qui concerne, Kaschak a écrit qu'en jeune âge, il voulait être un fondateur religieux, aller au Chili, fonder une nouvelle religion. Il était un disciple de Jésus. À l'époque, il faisait beaucoup des dessins dans les églises de Jésus, parce qu'il voulait faire un bouquin de la présentation de Christ dans ce temps-là. Après, plus tard, il devenait athée, j'en suis sûr. Il était anticlérical, comme anarchiste, et comme marxiste, il devait être athéiste, athée. En ce qui concerne le nom de Sitja, nous ne savons pas exactement quand il a commencé, s'appelle Sitja au lieu de Schenk. Pendant des vagabondages, ses papiers étaient pour Adolf Schenk, et quand il était arrêté plusieurs fois par la police, c'était une des causes qu'il utilise un autre nom, Emil Sitja. Dans ce temps-là, on parle des débuts du XXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais peu avant sa mort, il revendique dans son journal qu'il a origine schwabe. Son père ayant adopté ce nom, il a écrit que son père ayant adopté ce nom en raison de son patriotisme hongrois, peu avant la naissance
d'Émile Ciccia, mais c'est absolument pas vrai. Il s'invente sa vie, il rêve sa vie. Mais la famille jamais n'a pas changé son nom. Ils ont resté Schenk. C'est absolument pas vrai qu'est-ce qu'il a écrit. Pour finir ce discours un peu long, mais peut-être c'est intéressant de qu'est-ce qu'il a écrit. Ah bon, c'est son famille. Le nom, tous les noms presque sont noms typiques juifs dans ce temps-là, ou hongrois et juifs à la même. Et voilà. Alors, il a écrit dans la Curiosité d'un cabinet, c'était peut-être l'un des romans, livres de documentation qui a écrit par Ciccia, c'est le plus important peut-être. Et il a écrit de lui-même que certains pensent que mon père est issu d'une vieille famille de nobles. Pas vrai, absolument pas vrai. Ma mère, par contre, est supposée être juive. Mais quelques initiés savent que je viens de la petite noblesse. Selon une autre hypothèse, je suis le dernier rejeton d'une famille finlandaise installée en Hongrie. J'ai également lu une lettre où on affirmait que j'étais d'origine tzigane. Beaucoup me qualifient de juif, ce qui me incommode parfois. Ce qui montre qu'ils ont un problème grave de l'identité nationale. Ils ont un problème grave de son identité juive. C'est intéressant, ils ont un très grave problème d'identité hongroise, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils nient aussi qu'il y a Hongrois. Et même, tous les Hongrois regardent un autre Hongrois qui s'appelle Ciccia. Ah bon, vous êtes Hongrois. Et il dit non, je ne comprends pas qu'est-ce que vous avez dit. Je ne comprends pas Hongrois. Et il a nié qu'il est Hongrois. Et il n'a jamais publié en hongrois. Enfin, ses livres, en tout cas, sont en allemand, en français. Le premier livre, c'était publié en hongrois, en 1909, de la littérature hongroise, avec une poète pas très importante, s'appelle Wojtycki. Et il a écrit beaucoup d'articles hongrois pendant les deux premières guerres mondiales. Mais comme il a dû quitter la Hongrie en 1919 avec ce problème d'espionnage. C'était une histoire assez compliquée. Il devait quitter la Hongrie et après il n'écrivait pas un mot en hongrois. Voilà. Donc un personnage, vous l'avez compris, assez complexe, on a du mal à saisir. Alors peut-être que avant de revenir sur sa carrière, peut-être, Magda, vous pouvez nous dire un mot, puisque actuellement vous avez entrepris une thèse sur Ciccia. Alors, vous imaginez comme c'est difficile. Je suis d'ailleurs curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a. Comment, il y a 6 ans, vous vous êtes dit, je vais travailler sur Ciccia. Quel a été, là aussi, le déclic? Parce qu'on l'a vu, c'est un personnage complexe, des sources dans différentes langues, enfin... Vous avez dû vagabonder également là où lui-même avait posé successivement ses valises, c'est-à-dire la Belgique, la France. En fait, je pense que j'ai commencé cette aventure comme tous les étudiants à l'université en Hongrie qui s'intéressent à l'histoire de l'art, parce qu'il y a un doyen de l'avant-garde hongrois que Zoltán vient de mentionner, Lajos Kassák, K-A-S-S-A-K. Si. Ouais, donc l'auteur de Vagabondage qui vient de ressortir en français. J'ai vu dans le magasin de Mage ce bouquin, donc si vous y intéresse. Voilà. Et donc, dans ce livre, j'ai commencé à travailler sur Kassák et au bout d'un moment, quand j'ai lu son autobiographie, je me demandais que... il y a une personnalité assez bizarre dedans, Ciccia. Et donc, le mot Ciccia, ça veut dire, comme Pascal a déjà mentionné, un site. Donc, les nomades
qui, en fait, dans l'imaginaire national hongroise, c'était une sorte des ancêtres des Hongrois avec Attila qui n'était pas vraiment Sith, voilà, peu importe, mais voilà, c'est un imaginaire national. Et donc, j'ai tout de suite su que ce n'était pas un vrai nom. Et j'ai commencé de chercher des sources supplémentaires. Et j'ai heurté du fait que je pense que tout le monde qui commence à faire un travail historique, même si c'est une mémoire de fin d'études en licence, que les sources qu'on utilise ne répondent pas toujours à des questions qu'on a posées initialement. Parce que j'ai l'impression que même s'ils ont été mentionné que dans le vagabondage, les dates et les lieux sont plus ou moins incorrects, mais j'ai l'impression que quand même Scythia avait un rôle de Virgile, comme dans le Dante. Ouais. Ah oui. Bon, ouais. Donc, dans la comédie divine, voilà, c'était un personnage qui a guidé Scythia, et de plus, en fait, Kašák utilisait à une façon assez littéraire et assez poétique ce personnage, parce que j'ai l'impression que, quand même, comme Zoltán disait, il utilise des tropes excellentes, carlin en pain d'épices, chameau du désert, mais en même temps, en réalité, il y a des fonctions très précises de Scythia, parce qu'il sert comme un repoussoir, comme un contraste pour Kašák, qui était un artiste ouvrier. Et donc, un artiste ouvrier voulait se positionner en tant que quelqu'un d'une moralité très pure, très masculin et très curieux au monde. Et en fait, Scythia fonctionnait comme un contraste parce qu'il était très féminin. Dans le livre, il y a des petites références au fait que peut-être il était homosexuel ou pas. Et en même temps, il avait des vices assez féminins. Voilà, il adore. Il est très grand gourmand. Il est paresseux. Il n'a pas de vraie créativité. C'est pas féminin, ça, Magda. Non, mais. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, bien sûr, j'ai beaucoup de créativité, mais c'est qu'en réalité, c'était une sorte de représentation d'un discours assez répandu en Autriche-Hongrie à ce moment-là, qui était un peu antisémite et un peu misogyne. Et donc, il y avait, par exemple, un ouvrage de Otto Weininger, qui est déjà, j'ai vérifié pour ce rencontre, traduit en français. Donc, si vous voulez lire un cocktail assez scandaleux des faits misogynes et antisémites, voilà. Et il faisait des remarques en créant un lien entre la féminité et la juivité. Ah oui, ouais, désolé. Et donc, en fait, j'ai l'impression que Kašák joue ce jeu. Donc, même si Scythia nie très clairement, comme Zoltán a mentionné, qu'il était juif, en même temps, il ne peut pas échapper à ce genre de jeu. Et donc, j'ai même trouvé, dans le vagabondage, il y a une petite citation. Quand quelqu'un, un autre juif, croise Scythia, il disait que ne faites pas comme si vous étiez de la noblesse déclassée, alors que je peux voir à 2 kilomètres comment la communauté juive de la rue d'Aube, c'est une rue en Hongrie, s'avance sur mon chemin. Donc, c'est-à-dire qu'il vient d'une famille orthodoxe et ça se voit très bien, ou bien dans des années... à 1909. Ça se voit très bien. Il ne peut pas échapper cet imaginaire. Voilà, donc... Mais c'est après il devait avoir de cesse que
Justement, de brouiller les cartes et d'essayer d'être ce qu'il n'est pas, ou en tout cas de s'inventer une identité peut-être plus large, plus européenne. Oui, justement, et j'ai l'impression que c'est ce qu'il a fait, et surtout dans des années quand il a croisé Sandrare. J'ai l'impression que Sandrare et Sitya faisaient pas mal de choses ensemble, et c'est sûr que Sitya, son premier recueil de poèmes, dont le titre est Les films de Hashish, de Douanier Rousseau. C'est vraiment intéressant. Il joue le même jeu un peu que Sandrare, avec cette création de l'identité fictive, ce qui est déjà un travail de l'interprétation libre des faits. Ce que Zoltán disait que c'était simplement faux, mais je pense qu'on peut dire que c'est vraiment une stratégie littéraire, ce qui est joué. Et de cette façon-là, il a créé une nouvelle identité, justement, et c'est fait qu'il prétend ou qu'il nie ou qu'il nie pas, comme Zoltán a montré par rapport de l'origine de sa famille ou bien ce qu'il faisait. Ça crée vraiment, un peu comme dans le cas de Sandrare, une sorte de force littéraire. Et par exemple, je vous montre qu'il écrivait justement que cela fait maintenant 22 ans que je suis une vagabonde. Non seulement je connais les plus célèbres délinquants, vagabondes, anarchistes, politiciens et artistes, mais je pratique moi-même toutes ces professions. Et en plus de cela, je suis un espion et un agent provocateur. Ces deux derniers passe-temps sont peut-être un peu désagréables de mon goût, mais je ne m'oppose jamais à ce qu'on me dise, ce qu'on dise de moi. Alors, justement, je pense que c'est vraiment ce genre de jeu littéraire qui commence dans son premier recueil et qui continue même jusqu'à 82 rêves, ce qui est une collection de rêves de Sitya, ce que j'ai également vu dans le magasin, si vous y intéresse. Et donc, je pense qu'il faut vraiment interpréter les arguments de Sitya ou bien les histoires qu'il raconte en tant qu'une stratégie très précise, même si quelquefois cette stratégie vient du fait qu'il a eu pas mal d'échecs de point de vue de sa carrière artistique, parce que bien entendu, il travaillait ensemble avec Blaise Sandrare. Ils ont publié un journal en 1912, L'Homme Nouveau, et il commence une maison d'édition sous le même nom. Et Sandrare il publie le Transsibérien, ce qui est le poème qui le met sur la carte de la littérature française, j'ai l'impression. Et malheureusement, Sitya n'a pu publier son œuvre parce qu'il a bien écrit en allemand, et donc il fallait une traduction qui n'a jamais été faite. Et donc, ouais, à ce moment-là, cet échec, je pense que à cause de ça, il continue sa carrière, il retourne vers une communauté bohème internationale, vagabonde, anarchiste, et il abandonne la littérature française pour quelques années, pour quelques décennies. Et il recommence ses aventures après avoir retourné à Paris en 1927-29. Donc, ouais, c'est sûr que il y a beaucoup d'éléments documentaires dans des œuvres de Sitya, mais surtout, il essaye de retourner les règles du jeu et il essaye de vraiment surmonter les difficultés de son origine, le fait qu'il n'avait jamais eu une éducation professionnelle, il n'a jamais fréquenté des académias, même pas l'Académie des Beaux-Arts, pas possible. Pour lui, il ne parlait
au départ que le hongrois, il a appris l'allemand, il a appris le français. Donc, il essaie de vraiment surmonter toutes ces difficultés, j'ai l'impression. Alors justement, derrière vous, Magda, on a une photographie de Blaise Cendrars et le portrait qu'en a fait Cynthia. Alors c'est peut-être l'occasion de mettre un peu de côté cette identité, parce que c'est vrai que la personnalité, la biographie de Cynthia, ça mange tout, enfin, ça cannibalise finalement tout son travail. Peut-être pour revenir sur sa trajectoire artistique avec vous, Zoltán, puisque c'est une des œuvres que vous avez choisies dans l'exposition. Est-ce que vous avez réussi, parce qu'aucune œuvre... Alors, il sème le trouble partout, et en plus, il ne date pas ses œuvres. Donc là, on a une œuvre de Cynthia. Et d'après vous, quand est-ce qu'il commence à peindre? Est-ce que vous avez un peu une idée? Et voilà, quelle est un peu sa trajectoire artistique? Voilà, essayons de le replacer. Quittons un peu l'artiste, le bohème, le vagabond, l'anarchiste, et puis essayons de retrouver un peu l'artiste. Oui, je voulais juste peut-être préciser une chose qui m'a surpris en lisant ces textes critiques, où il parle des autres, et que aussi bien sur Cendrars que sur Soutine, que sur Marquet, que sur le douanier Rousseau, il met l'accent sur le fait que c'est la capacité à échapper à l'origine qui, pour lui, est intéressant, avec quelque chose qui ressemble beaucoup à sa propre trajectoire qu'il décrit chez les uns et chez les autres. Il parle de la façon dont Soutine refuse de comprendre le yiddish, de la même façon que lui-même refuse de comprendre le hongrois. Il parle du rapport de Rousseau à la ville de Laval, exactement comme il parle du rapport de Soutine à son village d'origine. Il y a toute une circulation comme ça de la capacité à s'extraire et à circuler et à voyager, même pour des gens extrêmement ancrés. Par exemple, son texte sur Marquet, c'est Marquet parcourt le monde. C'est le côté voyageur et vagabond de Marquet qui va mettre en avant. Pour Soutine, c'est sa capacité ou non à échapper à une sorte d'origine russe, tout en étant en France. Donc ça, c'est au niveau des biographies. Et puis au niveau esthétique, c'est comme si c'était exactement l'inverse, en miroir, puisque aussi bien dans ce qu'il appelle... Il écrit un texte sur le paysage français, où déjà le titre est assez explicite, sur la capacité du paysage français, d'une part, à s'exporter, où il dit que Marquet fait des paysages français dans tous les pays du monde, fait don d'un paysage français dans tous les pays où il va peindre. Et à l'inverse, dans l'art allemand en France, ou dans ce genre de texte, comment les artistes étrangers en France qui s'emparent du paysage font... Alors, c'est juste quelques indications comme ça, mais c'est comme s'il y avait quelque chose chez l'artiste lui-même où il faut échapper à tout prix à ce type d'ancrage, et où esthétiquement, néanmoins, il y a quelque chose de l'ordre du national qui revient avec une caractéristique très très étrange sur la peinture française, d'une part, et puis sur la langue qui traite plus dans les textes qu'il écrit en allemand, parce qu'en Allemagne, oui, il y a une vraie reconnaissance. Enfin, il obtient un vrai ancrage qu'il va reperdre quand il va revenir à Paris. Et disons, il y a une circulation là qui serait assez passionnante à fouiller, disons. Alors justement, on va fouiller un petit peu l'œuvre artistique de Cynthia Zoltán. Vous pouvez nous montrer quelques œuvres. La question, c'était que quand... Ça marche? Oh, OK. La question était quand est-ce qu'il a commencé la peinture? Nous savons que j'ai déjà mentionné que pendant le vagabondage avec Conchac, il a fait beaucoup de dessins
dans les églises de Jésus, de Christ. Ainsi, c'est sûr qu'il a commencé à faire des dessins. Il se voit un artiste lui-même. Et il a écrit dans une lettre fin de sa vie que je faisais plusieurs centaines de tableaux et je travaille, je peins des années depuis ma jeunesse. Qui est le problème que nous ne connaissons seulement ces héritages que la famille Goldring possède, et je pense que toutes les autres peintures qui ne sont pas dans cet héritage, ça vient aussi de cet héritage. Alors, il y a une vingtaine de tableaux de Sitja à Budapest, même chez des Hongrois en Irlande, Basel. Il y a des tableaux, je pense que c'est la même source. La question, la plupart des tableaux ne sont pas datés. Maintenant, M. Laurentin cherche commencer travail de faire une chronologie des tableaux, et ils ont une certaine idée de ces tableaux sont beaucoup de tableaux sont plus anciens que nous pensons jusqu'ici, on pensait que presque tous étaient faits après la Deuxième Guerre mondiale en France. M. Laurentin pense que non, ce n'est pas vrai, et maintenant ce travail a commencé, mais c'est très difficile parce qu'il n'a pas titré, il n'a pas daté ses œuvres. Heureusement, le Sandrar, d'ailleurs, je pense qu'il y a une grande ressemblance de Sandrar, c'est marqué le dos de ce tableau que c'est Sandrar. Il faisait beaucoup de portraits, nous ne savons pas de qui sont ces modèles. Malheureusement, parce que ce sont des portraits très, très intéressants. Alors une toute citation très brève, parce que c'est vraiment, je pense que c'est très intéressant. En 1918, Jean Dornado, c'était une journaliste rival, disons, peut-être ennemi de Sitja, écrit d'une manière moqueuse au sujet de roman de Sitja sur Henri Rousseau. Voilà, il a écrit pour ses amis et admirateurs, il lui est arrivé de peindre lui-même des couvertures de ce roman, parce qu'il peint aussi des peintures futuristes. L'un de ses amis, interloqué devant l'une de ses toiles, lui a un jour demandé ce qu'elle représentait. Il dit « Paris à vol d'oiseau », a répondu Sitja. Mais à l'envers, c'est Milan, a-t-il ajouté. Bon, alors, ça c'est une réponse un peu, disons, cynique, un peu très avant-garde, un peu dadaïste, si vous voulez. Mais quand nous avons rencontré des tableaux de Sitja, j'ai vu que, bon, c'est peut-être cette idée artistique de Sitja. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, ça, c'est une composition en bleu. Voilà, ici une tête de cheval, ici une tête de clown, et voilà le signaux qui montre que ça, ce tableau ça, c'est un tableau comme ça. Mais si tourner en 9 degrés vers la droite, oups, oh là 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 là, voilà. Voilà un cheval qui est debout. Vous voyez, ce qui est
bon, c'est l'idée qu'il a écrit que si je regarde, ça c'est Paris à vol d'oiseau et ça c'est Milan. Ça c'est un cheval, là c'est une autre composition. Alors, et dans plusieurs tableaux, on peut le faire ça. Si on tourne, vous trouvez des têtes, des figures, des paysages. Ça, c'est une spécialité de Sitja. Heureusement, nous ne savons pas beaucoup de sa vie artistique pendant les 2 guerres mondiales. J'espère qu'une fois, on trouve quelque chose en plus, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Merci Zoltan. Peut-être qu'on peut continuer de passer quelques images, voilà, que vous voyez un peu l'œuvre de. Voilà, on a mis des images de l'exposition, des œuvres qui sont actuellement présentées à l'Institut hongrois. Quel est le. On dispute que c'est comme ça ou c'est en autre. Dans un autre sens. C'est un peu Baselitz, quoi. Ça, c'est un paysage. C'est plusieurs visages, c'est simple. Les visages sont quand même très présents aussi dans son travail. C'était le journal, disons, dadaïste, Sitja était un des rédacteurs en Zurich. Voilà, c'est Laszlo qui fait une caricature de Sitja. Le New York, c'est pas la ville, c'est le café New York de Budapest. Parce que Sitja était un qui fréquentait beaucoup un café. Café New York, c'est le plus important café de Budapest, dans cette époque-là. Les écrivains et les artistes fréquentaient là. Tout ça, c'est une autre caricature de Sitja. On peut demander que ce sont des tableaux abstraits ou non. Parce que c'est demi-abstrait, on peut dire. C'est plutôt abstrait, mais vous pouvez toujours regarder une figure, une tête, un personnage, même des paysages. Voilà, Die Zone, c'est son journal antifasciste. Ce sont des tableaux d'ailleurs qui sont dans l'Institut maintenant. Alors, on est toujours un peu à la limite de l'abstraction, mais toujours on voit comme ça un peu caché, en transparence comme ici, des visages, des têtes, des villes. Ça, c'est un portrait d'une femme, je pense. Bon, ça, c'est un paysage, une ville. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être un bouquet de fleurs, on ne sait pas. C'est probablement une des œuvres que je préfère. Ça, c'est très intéressant. Ce sont des têtes, de têtes empalées. Et tous ont des moustaches Hitler. Vous regardez? Tous les têtes ont une moustache d'Hitler. Et ils sont empalés. Je pense que c'était fait après la Deuxième Guerre mondiale. Un paysage. Avec un soleil blanc. C'est une ville, c'est sûr. 3 personnages. And so on. Voilà, un portrait. On va peut-être rester sur cette image parce que l'heure tourne et on va continuer l'exploration. Je vais inviter Julia Tcherba et Sophie Krebs à nous rejoindre. On va poursuivre l'exploration dans l'œuvre, vous l'avez compris, de ce personnage si complexe qui est Émile Sitja. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu envie de vous proposer cette soirée et qu'on a eu envie de se plonger dans son travail. Alors, on vient de voir Sitja artiste, donc cette partie de Sitja que finalement on ne connaissait pas. Enfin, pour ma part, j'ai découvert
grâce à Laurent Goldring il y a seulement quelques mois. Sophie, vous connaissiez. Vous aviez fait votre thèse sur l'école de Paris et vous étiez plongé justement dans les sources, cette fois littéraires, de Sithias. Justement, vous qui avez exploré l'école de Paris et l'ensemble des sources, quels sont pour vous un peu les ouvrages marquants de Sithias et comment ils peuvent encore nous nourrir aujourd'hui, hein. Les premières fois que j'ai rencontré la signature de Sithias, c'était sur le Soutine. C'est vrai que c'est une des premières monographies de l'artiste, mais elle est tardive, puisqu'elle se fait en 1955, 5-6, je ne sais plus exactement, 1955. Mais auparavant, il y avait une petite édition qui s'appelait les Éditions du Triangle, dont j'avais beaucoup parlé, qui avait été créée par un certain Kiewiełowicz. Kiewiełowicz était un juif polonais, qui était naturalisé français, physicien, qui avait décidé, avec ses deniers personnels, de faire une collection sur les artistes juifs. Et beaucoup, alors il y a eu un Soutine, il y a eu un Chagall, un Modigliani, Cars, etc. Bon, tous les artistes juifs du moment, et Sithias fait partie des auteurs, avec un certain Brix, qui est un personnage qui n'est pas du tout français, très peu connu, puisqu'il était chanteur d'opéra, puis il est devenu artiste. Il le rencontre à Monteverita, donc quand Sithias, à un moment donné, et puis il le rencontre aussi au Cabaret Voltaire en même temps que dans les années à Zurich. Bref, il fait le portrait de très, très étonnant de ce portrait-là. Donc j'avais un peu vu que c'était quelqu'un qui s'intéressait à des artistes juifs. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée à Sithias. Et puis, quelques années après avoir fait une exposition et ma thèse sur l'école de Paris, j'ai retrouvé l'ami Sithias pour un livre sur Marquet, que je trouve être un des plus intéressants, parce que ce qu'on apprend dans le livre, c'est qu'il est vraiment un ami personnel de Marquet. Et il y a des choses assez... Alors c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de mes notes de lecture. Je ne vais pas vous résumer. Alors si vous voulez lire un livre où vous apprendrez pas grand-chose sur la biographie précise d'un artiste, lisez Sithias. C'est un peu ça le problème avec lui, c'est qu'on est toujours un petit peu à la limite du roman. C'est peut-être là que c'est Laurent qui le soulignait tout à l'heure, voilà, la manière aussi dont peut-être il se raconte en essayant de raconter les autres. Il le dit très précisément. D'abord, on va parler d'abord de Marquet, de cette Marquet parcourt le monde. C'est bizarre quand on veut faire... Alors, c'est certainement quelque chose pour remercier son ami Marquet. C'est un acte d'amour ou d'amitié, si on peut dire. Et c'est une 50aine de pages, c'est divisé en 26 tableaux. J'insiste sur ce terme tableau. On pourrait appeler ça des chapitres, mais je trouve que tableau, c'est beaucoup mieux, il livre quelques informations sur son ami, mais c'est vraiment pas les plus importantes. Et il suit les villes qu'il a peintes. Donc il faut quand même bien connaître l'œuvre de Marquet pour pouvoir comprendre Paris, Le Havre, Hambourg, Tanger, Égypte, Lurs, etc., qui sont ces lieux qu'il a peints. Bon, ces commentaires sont assez pertinents, c'est pas le problème sur Marquet. Mais il ne cite quasiment jamais aucune œuvre. Ce qui était quand même un peu particulier quand on fait la biographie d'un peintre. Il faut savoir déjà connaître l'œuvre pour comprendre de quoi il parle. Et puis je dirais que Sithias, c'est l'art de la digression. C'est-à-dire, il part de très 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 loin, des fois. On se demande où il vous emmène pour vous donner, 2 lignes sur Marquet. Donc vous avez 3-4 pages. Alors par exemple, et c'est une espèce de manière de noyer le poisson, de tourner autour du pot, d'étaler aussi toutes ses connaissances artistiques et politiques. Alors le début du livre de Marquet commence par l'évocation de l'enterrement de Paul Langevin. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir.
Alors il semblerait que Paul Langevin, vous savez, le physicien français, inventeur du sonar, qui a travaillé sur le magnétisme, qui a été le premier à introduire Einstein en France, une grande personnalité scientifique, mais aussi c'est un membre du Parti communiste. Et Marquet et Cithia y assistent. Et c'est au moment de cet enterrement qu'il dit, voilà un grand homme, voilà l'homme, je dirais, parfait, engagé. Et Marquet, au fond, vous êtes pareil, tu es pareil. L'exemple d'un grand homme qui s'est fait par son humanité. La question de l'engagement chez Cithia est au cœur pratiquement de l'ouvrage. Il n'y a pas une digression qui n'en fait pas plus ou moins allusion et qui dit que c'est la valeur de l'homme qui fait Marquet et au fond, à la limite, l'artiste, il sait pas ce qui l'intéresse le plus. Alors il va citer par exemple des gens comme Paul Dubois parce qu'il est anarchiste. Il va aussi citer Vlaminck et Friese pour le dire que ce sont des gens qui se sont très très mal comportés pendant la guerre, qui sont des affreux, et que lui, justement, Marquet, il n'a pas suivi ses petits copains du fauvisme, il n'a pas fait le voyage en Allemagne, et il le dit plusieurs fois dans le livre. Au chapitre 22 est consacré dans justement le Marquet à Soutine, où il dit aussi, effectivement, comme l'a dit Laurent, que Marquet est un ambassadeur de l'art français, mais il le dit pour justement fustiger l'appellation métèque. Et quand il dit métèque, il cite, sans le citer, parce que ça aussi, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure sur Soutine, c'est qu'il cite beaucoup de gens sans le citer. Hein. Donc il faut connaître bien les textes précédents pour savoir où est-ce qu'il a été pioché ça. Et notamment la question du métèque, et il parle tout à fait de Mauclerc. Et il semblerait que Mauclerc avait fait des critiques acerbe contre Marquet, et il dit, grosso modo, Mauclerc, Métèque, Marquet, pareil, même combat. Et c'est pour ensuite introduire un autre chapitre sur l'influence russe et soviétique dans l'intelligentsia française. Donc on voit bien que le portrait de Marquet, on sait que Marquet s'est engagé dans le communisme en 1945, que sa femme l'était sans doute communiste avant, et puis il termine pratiquement le livre, le dernier tableau, en disant, qui est consacré à Alger, en disant, oui, pendant la guerre, Marquet a été un résistant, il n'a pas collaboré. Donc l'honnête homme, l'homme humain, c'est celui qui résiste, c'est celui qui s'engage. Et c'est un peu le message que donne Cithia à la fin de ce livre. Enfin, il dit une chose très amusante. Il déteste les critiques d'art. Donc ça, on a un petit chapitre très amusant sur la critique d'art, en disant que de toute façon, on ne peut développer que des points de vue personnel, et que pour écrire sur un artiste, il faut d'abord l'aimer. Donc c'est une allusion très précise en disant, voilà, ce qu'il dit, c'est de lui, c'est pas de la critique d'art. Enfin, voilà. Donc ça, c'est intéressant de dire qu'on ne peut écrire que sur des artistes qu'on aime. Alors c'est pour ça que je passe directement au deuxième livre que tout le monde cite, et que j'ai relu avec vraiment, avec beaucoup de précision. Mais je ne veux pas vous faire une explication de texte. Je vais juste développer quelques points, 3 à peu près. Je reste assez dubitative sur la lecture du Soutine. Tout le monde le cite, voilà. Mais est-ce qu'il aimait bien Soutine ? Comme je viens de vous le citer, il disait que pour écrire sur un artiste, il faut d'abord l'aimer. Quand vous lisez bien le livre, vous en sortez quand même avec une forme de... Il a une telle distance par rapport à l'artiste qu'on est quand même un petit peu secoué. D'abord, l'a-t-il connu ? L'a-t-il rencontré ? Nulle part, il est dit qu'il l'a rencontré. Si vous lisez un petit peu le livre, le cabinet de curiosité, où
qui date de 1924 et qui fait, je dirais, le tour d'Europe de toutes les personnalités qu'il a rencontrées. Il cite Chagall, il cite Sandra, il cite tout un ensemble de personnes qu'il a rencontrées à Paris. Il y a un chapitre qui est vraiment destiné, où il montre effectivement qu'il a été au Dôme, qu'il connaît la communauté allemande. Jamais il ne parle de Soutine. Ce qui est quand même très étrange, parce que on sait que Sandrard, qui fréquentait la ruche, connaissait Soutine. Donc, alors, est-ce qu'il l'a vraiment connu? Vraie question. Et quand est-ce qu'il l'a connu? Sachant qu'il, comme on l'a dit, il revient à Paris entre 27 et 29. Donc, je n'ai aucune réponse à vous donner. C'est simplement quelque chose qui me paraît encore, qui n'est pas certain. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est un livre qui est assez... mais que beaucoup d'informations viennent des hommages qui ont été rendus à Soutine en 1944. Vous avez par exemple son ancienne maîtresse, Garde, qui fera un livre de souvenirs et dont il va puiser un certain nombre d'informations. Il va aussi puiser chez Shana Orloff, qui fera aussi un article de souvenirs de ce qu'elle a connu de Soutine. Et puis, il cite aussi une certaine Collier, qui, elle aussi, a été la maîtresse de Soutine à un moment donné, et qui va faire un texte absolument magnifique sur Soutine. Et il parle de cette femme laide qui fréquentait la Rotonde. C'est très sympa sur la personne en question, mais il s'agit bien de Renée Collier, qui était une écrivaine, et ça on le sait par Georges Limbourg. Donc il faut bien connaître les gens qui ont écrit sur Soutine pour savoir qu'une grande partie de ce qu'il dit vient d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je pose la question, l'a-t-il vraiment connu? Alors, quel est le but de ce livre-là? Au chapitre 6, il dit « Ce n'est pas le sens de la philanthropie qui m'a poussé à écrire ce reportage. » Il se dit un observateur impartial. Et puis un peu plus loin, il dit « J'ai écrit un roman-reportage pour pousser à ce qu'on fasse un travail scientifique sur Soutine, car il n'existe pas de catalogue raisonné, ni d'experts, et qui en fait toujours, et qui, à cause de cela, en fait toujours un étranger. » Donc on voit que le but du livre de Soutine, il faut vraiment aller dans les dernières lignes et vraiment dans les recoins de ce livre, pour dire que c'est d'abord un roman-reportage. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais une fois de plus, il brouille les cartes. Voilà. Et puis, il pousse, comme d'ailleurs Marquet, il pousse à la fin du livre, de son petit livre, il dit à sa femme, je ne sais plus son prénom, à la femme de Marquet, tu es la seule à pouvoir écrire sur Marquet. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fera. Donc, il incite aussi les autres à écrire sur les peintres. Et lui, quelque part, il est un petit peu un découvreur. Il donne des pistes et il essaye, d'une certaine manière, il ouvre la voie, mais il ne fait pas un travail d'histoire de l'art. Donc ça, c'est assez intéressant de voir. D'ailleurs, il nous cite très peu d'œuvres. Il faut aussi connaître l'œuvre de Soutine. D'ailleurs, à ce propos-là, il cite une œuvre du musée qui s'appelle Grotesque, qu'il appelle le clown, ce qui est très intéressant parce que c'est une forme d'autoportrait. Hein. On a toujours pensé que c'était un autoportrait de Soutine, mais lui, il l'appelle le clown. Effectivement, la figure de Grotesque, c'est aussi une figure de clown. Et moi, jusque-là, je n'avais jamais pensé ça. Et effectivement, si vous regardez ce portrait ou autoportrait, on a tout à fait les caractéristiques du clown, les grosses lèvres, le gros nez, enfin, le maquillage, etc. Donc ça, c'est aussi une voie, une petite porte qu'il ouvre sur un certain nombre d'œuvres qu'il faut bien connaître. Sophie, je vais... Voilà. Eh ben, j'écoutais, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur... Donc même du côté de Citia, critique d'art, les choses ne sont pas si claires. Ah, Laurent ? Si c'est possible de juste dire un mot sur le... Un dernier mot, parce que
On aimerait conclure avec Julia. Oui, mais c'est très très bref, mais sur le Marquet, pour moi, tout tourne autour d'une petite réflexion qu'il fait, où il dit il n'emporte rien des pays étrangers qu'il parcourt. Stylistiquement, il n'y a rien des pays qu'il visite qui se retrouve dans sa peinture. En revanche, ces toiles montrent aux pays étrangers comment un peintre cultivé français fait un tableau. Tout tableau exécuté dans un pays étranger est un don que Marquet fait à ce pays. Il est le peintre qui a le mieux compris les pays dans lesquels il a voyagé, en le regardant avec des yeux de Français. Je trouve que ça définit d'une façon extraordinairement précise le rapport de Marquet au voyage et aux différents endroits qu'il visite. Alors, enfin, il y a, voilà, absolument. Mais il y a quelque chose de très très précis dans cette façon de décrire Marquet. Après, on est d'accord ou pas, mais c'est voilà. Et sur Soutine, ce que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire, c'est que c'est un livre où il n'y a pas un mot d'éloge, où il y a quasiment que des mots négatifs, et qui pourtant crée un personnage extrêmement positif et extrêmement intrigant. Alors, il y a juste un chapitre auquel je voulais terminer. C'est que je vous arrête. Il l'intitule « La vie sexuelle de Soutine ». Moi, j'ai jamais vu... et ça, c'est un sujet qui l'intéresse. Il va faire quand même un chapitre entier sur la question de ses rapports aux femmes, de ses maladies vénériennes, enfin, des choses très, très... de son abdiction... Mais la chose l'intéresse. Non, mais de son abdiction au bordel. Donc, on a vraiment une vision assez catastrophique, à la fois physiquement comme moralement. Il dit, à la fin, c'est un peintre angoissant et angoissé. Alors, et puis il continue par le définir comme... Moi, je pense qu'il y a aussi une espèce de... Quand il décrit Smilovici, son village, j'ai l'impression que c'est le juif qui refuse de voir... qui dépeint la réalité du Tchétel tout en trouvant que c'était détestable, que c'est vraiment un pays de cutéreux, enfin, où rien ne peut pousser, où rien ne peut sortir de bon, où il y a tellement de poids sur les individus qu'on ne peut jamais s'en sortir, puisqu'au fin de compte, ce qu'il dit de Soutine, c'est que de toute façon, il s'en est jamais sorti. Et il a fait une œuvre qui est toujours une espèce de bataille contre le monde, contre lui-même, un peu contre tout le monde. Contre la peinture, avec la peinture. Et voilà, exactement. Bien, merci beaucoup pour ces notes de lecture. Julia Sertirba, voilà, vous avez beaucoup travaillé sur les avant-gardes hongroises et notamment toutes celles qui sont venues à Paris. Les artistes hongrois venus à Paris ont été très nombreux, extrêmement nombreux. Vous avez fait un très beau livre justement sur ce sujet. On a dépeint un homme complexe qui a des rapports compliqués avec son identité. Est-il si singulier? Est-il finalement un cas unique? Ou au contraire, est-ce que Sitia n'est pas aussi un peu à l'image de cet empire austro-hongrois éclaté? Je ne sais pas. Non, je pense que le cas de Sitia, c'est pas unique. Quand les Hongrois sont arrivés à Paris, il y avait beaucoup qui ont quitté la vie religion de juifs. Mais en même temps, ils ont gardé leurs identités. Et il y avait d'autres qui ont changé leur nom, beaucoup de juifs qui ont changé leur nom. La plupart étaient de consonance allemande. Et je peux la citer par exemple Kertész qui était Kohn, ou Alfred Reth qui était Roth, où il y avait le musicien-compositeur Paul Alma qui était Weishaus, Imre. Alors il y en a beaucoup, mais il y a d'autres qui ont gardé le nom. Mais on peut dire, et il y avait d'autres qui ont complètement nié
origine, et même ils ont essayé de brouiller la trace de leurs origines, de leur passé. Entre autres, c'était le cas de Sitia aussi. Et je peux raconter une anecdote bref. Quand j'ai travaillé sur les photographes d'origine hongroise travaillant en France, je suis tombée sur un photographe très, très connu en France qui porte un nom très, très hongrois. Et quand j'ai rencontré ces filles, ils m'ont raconté qu'elles ont adoré écouter leur père quand il a parlé de sa famille ancienne, hongroise, noble, et il a vécu dans un château, et il a inventé des histoires, mais les enfants et la famille a cru que c'est vrai. Et en étudiant sa vie et surtout son travail, j'ai commencé à avoir un peu de doute sur son origine noble et hongroise. Et finalement, j'ai retrouvé son acte de naissance et il était vraiment juif. Mais personne ne savait. Et j'ai hésité longtemps pour dévoiler devant sa famille. Et finalement, je l'ai fait, mais ça n'était pas une tragédie pour eux. Alors, et Sitia aussi, il a brûlé quelquefois, il a écrit des choses qui n'étaient pas vraies. Mais en même temps, on peut dire que malgré tout l'intention de Sitia pour cacher son origine, son caractère, son œuvre, sa vie a révélé vraiment son judéité. Parce que si on peut dire en général que la tribu, les Juifs, quelquefois, souvent critiqués, quelquefois enviés, c'est apprendre, découvrir, tout mettre en question, contribuer et partager, et on pourrait continuer encore. Et si on regarde la vie de Sitia, c'était ça. Il a quitté sa famille parce qu'il voulait aller plus loin, qu'il a cherché la liberté de penser, la liberté individuelle. Et en quittant sa famille à 14 ans, il est devenu un juif errant. Et si vous permettez, je cite quelque chose justement montrant que Sitia a toujours retourné vers le judaïsme sans vouloir. Il a écrit que, justement dans le livre sur Arthur Briggs, avons-nous d'ailleurs toujours raison de refuser simplement à admettre ce qu'il y a à Ahasverus chez les Juifs? Ahasverus, le Juif errant, n'est pas-il aussi le mystère de la recherche des choses à vivre, le symbole de devoir qui consiste à ne jamais cesser de progresser, le symbole de la vision, ce qui est implacable destin pourchasse de ville en ville, de pays en pays, sans jamais il en puisse jouir. Je pense que c'est le résumé vraiment de... Une fois de plus, il parle de lui. Il parle de lui-même, oui, à propos de ça. Et ce que j'ai vu aussi, il a étudié, après ces textes que j'ai vus, il a étudié les philosophes juifs comme Martin Buber, oui, et des autres. Il y a Mieczyslaw Goldberg, c'était un... Comment? Qu'il a sans doute rencontré. Oui, qui était un poète, journaliste et un sioniste aussi, ce qui est intéressant. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de parler de ça. Alors, ce qui serait aussi intéressant, c'est peut-être qu'on puisse donner un peu la parole à la salle. Il est 9h, donc peut-être y a-t-il des questions qu'on n'a pas abordées. Comme vous l'avez compris, le sujet de Sitia nous a tous passionnés. C'est vrai que c'était frustrant pour moi de devoir tenir chacun dans
dans un créneau, mais on tenait à être nombreux pour justement évoquer toutes ces facettes d'une personnalité aussi complexe et aussi finalement représentative d'une époque et d'une génération. Voilà, on vous laisse la parole si vous avez des questions pour un des intervenants de ce soir. Je voulais poser une question à notre future thésarde et je voulais savoir ce qu'il en était de sa résistance en France. Parce qu'on dit qu'il a résisté, mais qu'il a été quelque part, mais je suis pas certaine qu'on ait trouvé cette trace, à moins que... Non, oui, justement, parce qu'on a cette information, ça vient de 82 rêves. Et notamment des premières pages de 82 rêves. Et en fait, on n'a pas d'autres informations par rapport à ça, ou jusqu'ici, je n'ai pas retrouvé des autres liens. Donc, je crois que c'était à Limoges, il disait que c'était à Limoges. Hein, c'est ça qu'il était oui, résistant à Limoges. Oui, il disait qu'ils ont... Comment ? Oui, non, mais elle n'a pas été libre tout de suite, au départ. Mais bon, les résistants avant 42, il n'y en a pas des masses et des masses. Hein. Oui, non, il prétend qu'ils ont fondé un... Oui, mais justement, si vous ne retrouvez jamais le nom de Scythia. Hein, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je voulais savoir si... Parce qu'on en avait parlé pour 82 rêves il y a quelques années. On n'a pas retrouvé de traces non plus très malheureusement, évidentes. Jusqu'ici, non. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et vous invite à voir les expositions autour de Scythia si vous ne les avez pas encore vues. Et je remercie tous nos intervenants pour vous avoir communiqué leur intérêt et leur passion pour Émile Scythia.